Dès les premières lignes de ce livre 4 de la politique, on est frappé par une prémisse qui ne laisse aucune place au compromis. Aristote pose d'emblée que pour définir le gouvernement idéal, l'État parfait, on doit obligatoirement définir ce qu'est la vie la plus parfaite. Il refuse carrément de séparer la politique de l'éthique. C'est indissociable. Et c'est exactement ça qui donne le ton. Il n'y a pas de mise en contexte interminable, on attaque tout de suite la substance. Le postulat fondamental ici, c'est que l'État, ce n'est pas juste une machine administrative ou un regroupement géographique. C'est un organisme moral à part entière. L'enjeu central de tout ce chapitre, c'est de prouver que la forme même de la cité doit calquer l'accomplissement humain. Si on n'est pas capable de déterminer quel genre de vie est préférable, on est complètement aveugle sur la Constitution qu'on devrait adopter. En d'autres mots, l'architecture politique devient une projection à grande échelle, une projection macroscopique de l'âme humaine. L'État, selon lui, a une finalité vraiment téléologique, un but ultime. On ne parle pas ici de simple survie matérielle ni de croissance économique, on parle de l'actualisation du bonheur suprême. C'est qui nous amène directement à cette équation incontournable qu'il formule. La phrase le dit clairement, « Le bonheur est toujours en proportion de la vertu et de la sagesse ». Mais si on s'arrête 2 secondes, comment est-ce qu'il justifie cette affirmation-là spécifiquement à l'échelle d'un État entier? C'est là-dessus que repose toute l'architecture de son premier argument. Il engage une vraie démarche socratique en affirmant que la fondation de l'État est rigoureusement identique à celle de l'individu. L'État n'a pas une vertu qui serait différente de celle d'un être humain. Le courage, la justice, la sagesse d'une cité, ça se manifeste exactement de la même manière que chez une personne. Il va même jusqu'à prendre la figure divine à témoin pour dire que la félicité suprême ne dépend jamais des circonstances extérieures, mais vraiment de sa propre essence, de sa nature intérieure. Le point clé, c'est vraiment cette symétrie absolue. Si un individu ne peut pas être heureux, s'il est lâche ou s'il est injuste, un État ne le peut pas non plus. Le bonheur politique, pour lui, c'est pas une question de chance, ni d'un alignement hasardeux de richesses. C'est le résultat de l'application stricte, intentionnelle de la vertu par le législateur. Et c'est tellement fascinant de contraster ça avec nos visions politiques d'aujourd'hui. Actuellement, on a tendance à séparer complètement la moralité personnelle des dirigeants de l'administration froide et bureaucratique de l'État. Mais pour Aristote, c'est tout simplement impensable. L'État le plus parfait sera obligatoirement le plus heureux parce que ses lois mêmes sont le reflet direct de cette sagesse-là. Faut vraiment voir la rigueur avec laquelle il catégorise les conditions de ce bonheur-là. Il divise les biens en 3 catégories distinctes. Les biens extérieurs, les biens du corps et les biens de l'âme. Arrêtons-nous un instant pour bien définir ce qu'il entend par bien de l'âme. Oui, parce qu'il utilise une analogie qui marque l'esprit. Il compare les biens extérieurs, donc la richesse, le pouvoir, la réputation, à des instruments, un peu comme les outils d'un menuisier ou d'un artisan. Et la logique est implacable. Tout instrument a une limite physique et fonctionnelle. Une abondance démesurée d'outils, à un moment donné, ça finit par encombrer l'artisan ou bien ça devient complètement inutile. Pareil pour l'État. Une richesse matérielle excessive devient un poids, un fardeau. Exactement. Et si on pousse sa logique jusqu'au bout, est-ce qu'on n'aboutit pas à une dévaluation totale de l'économie matérielle? Pour Aristote, la réponse est oui, du moins en tant que fin en soi. Les biens de l'âme, à l'inverse, c'est-à-dire le courage, la justice, la modération, ça a une utilité sans aucune borne. Plus on en possède, plus c'est utile. Tout simplement parce que ces biens-là sont, selon ses mots, essentiellement beaux. La perfection de l'âme est infiniment supérieure à l'accumulation de propriétés. Les biens extérieurs ne devraient être désirés que pour servir l'âme et absolument jamais l'inverse. Une fois que cette base métaphysique est bien ancrée, la théorie redescend sur Terre et heurte le mur de la réalité physique. C'est une transition assez abrupte vers la logistique pure, avec une question qui est un peu brutale. Quelle est la juste grandeur de l'État? C'est qu'il postule que la perfection, ça ne demande pas juste une justesse morale, ça demande une juste étendue physique. Il nous met en garde contre l'illusion que plus c'est grand, mieux c'est. Une cité qui est trop peuplée finit par échapper au bon ordre. Il rappelle que la loi, par définition, c'est l'établissement d'un certain ordre. Mais concrètement, comment on fait pour maintenir cet ordre-là dans une multitude qui devient démesurée? Il tranche la question en affirmant qu'il faudrait littéralement une puissance divine pour réussir à gouverner une population excessivement vaste. La beauté d'une cité, pour lui, ça vient de l'accord parfait entre le nombre et l'étendue. Une ville qui s'agrandit sans fin perd sa capacité d'être surveillée, et quand on parle de surveillance, c'est la surveillance mutuelle, le fait de connaître les caractères des autres citoyens pour pouvoir distribuer les charges publiques et rendre la justice. Si c'est trop grand, ça devient physiquement impossible. Pour illustrer cette idée de limite naturelle, il utilise une image vraiment brillante. Un vaisseau d'1 pouce ne serait pas plus un vaisseau qu'un vaisseau de 2 stades. Essayons de reformuler ce concept antique pour bien en saisir la portée. Si on prend cette analogie et qu'on la plaque sur notre réalité contemporaine, sur nos méga-États ou nos métropoles qui comptent des dizaines de millions d'habitants, le constat d'Aristote serait sans appel. Ces entités-là ont perdu la nature même de ce qu'est une cité. Un bateau d'1 pouce, ça coule, c'est pas un bateau. Mais un bateau géant de plusieurs centaines de mètres, à l'époque antique, ce serait totalement impossible à manœuvrer. L'État, c'est la même dynamique. Il doit être assez grand pour suffire à ses besoins, mais pas au point de devenir une nation informe et ingouvernable. C'est vraiment une critique féroce de l'expansionnisme. Il pose la question, au-delà d'une certaine limite démographique, qui va commander?
Il demande avec une pointe d'ironie quel stentor il servira de crieur public. Et c'est super important de se rappeler la réalité historique pour comprendre ce point-là. À cette époque, une cité majeure comme Athènes, c'était seulement quelques dizaines de milliers de citoyens. La limite physique de l'État, c'était littéralement la portée de la voix humaine du magistrat sur la place publique. C'est ça. Si l'État est trop vaste, les citoyens ne peuvent plus s'assembler, ils échappent à l'autorité rationnelle, les étrangers peuvent s'y infiltrer sans droit parce que personne ne se connaît, et la délibération politique devient juste une cacophonie ingérable. La limite est dictée par la voix et par la capacité de l'œil à embrasser le territoire. Bon, maintenant que la taille idéale est définie, il s'attaque à l'anatomie interne de l'État. Il va identifier 6 éléments qui sont absolument indispensables pour qu'une cité fonctionne. Les subsistances, les arts, les armes, les finances, le sacerdoce et enfin les jugements. Décortiquons un peu la logique derrière cette anatomie, parce qu'Aristote fait ici une distinction monumentale qu'il faut saisir à tout prix. Il trace une ligne très claire entre ce dont la cité a simplement besoin pour survivre au quotidien et ce qui constitue véritablement son essence, son corps politique. C'est vraiment le cœur de sa démonstration ici. Il utilise l'analogie du maçon et de la maison. Le maçon est indispensable pour construire la maison, c'est évident, mais le maçon ne fait pas partie de la maison elle-même. C'est la même chose pour l'État. Les subsistances qui sont produites par les laboureurs ou les objets fabriqués par les artisans, ce sont des nécessités vitales, mais ces fonctions-là ne relèvent pas de l'essence politique. Ce qui élève une simple agrégation de personnes au rang de véritables cités, ce sont les armes pour maintenir l'ordre et repousser les attaques, les finances pour les besoins communs, le culte religieux et surtout la prise de décision sur les intérêts généraux, donc les jugements. Et ça nous précipite directement vers le pivot le plus radical et le plus controversé de toute sa théorie politique. La séparation totale, absolue, entre les éléments nécessaires et les citoyens. C'est là qu'on se demande comment est-ce qu'il peut justifier une telle chose, que ceux-là même qui bâtissent littéralement la ville et qui nourrissent la population en soient exclus sur le plan politique. C'est quand même vertigineux. Aristote retire explicitement le statut de citoyen aux artisans et aux laboureurs. La raison, c'est que le bonheur parfait exige la vertu, et que la vertu, elle, exige un concept très précis, le loisir. Exact. Pour lui, mener une vie qu'il qualifie de mécanique ou de mercantile, c'est une vie dégradée. C'est intrinsèquement contraire à la vertu. Le fait de travailler manuellement du matin au soir, ça atrophie l'âme et ça prive l'individu du temps libre indispensable pour réfléchir, délibérer sur la chose publique ou cultiver la sagesse. En d'autres mots, pour que la cité puisse atteindre sa perfection, elle doit sanctuariser un espace de liberté intellectuelle absolue pour ses véritables citoyens. Ce qui implique, de façon structurelle, que toutes les tâches matérielles soient reléguées à d'autres, des serfs, des esclaves ou des barbares. Les citoyens, eux, se limitent exclusivement à être les guerriers, les politiciens et les juges. Et pour gérer la répartition du pouvoir à l'intérieur même de ce petit cercle très fermé de citoyens, il propose un système basé sur la biologie, sur les générations. C'est d'un pragmatisme chirurgical. Il observe la nature humaine. Les armes nécessitent de la force, de la vigueur physique. Donc cette fonction est naturellement attribuée à la jeunesse. Prendre des décisions politiques, ça demande du recul, de la prudence et de l'expérience. Donc on réserve ça à l'âge mûr. Et finalement, le sacerdoce, le culte religieux, ça demande du repos et ça inspire le respect de la communauté, donc ça revient naturellement au vieillard. Mais si on y pense 2 secondes, si on pousse cette logique-là, comment est-ce qu'il gère le danger immense d'avoir une classe entière de jeunes adultes lourdement armés qui pourraient du jour au lendemain décider de renverser les politiciens plus vieux? Aristote l'a très bien anticipé. Il sait parfaitement qu'il est impossible que des hommes en armes acceptent une soumission perpétuelle. Sa solution, c'est le passage du temps. Les jeunes acceptent de ne pas avoir le pouvoir politique aujourd'hui parce qu'ils ont la garantie institutionnelle que ce pouvoir leur reviendra de droit quand ils atteindront l'âge mûr. Ils neutralisent complètement la possibilité de rébellion en utilisant simplement la promesse inévitable du cycle biologique. Regardons maintenant comment tout ça se construit au niveau de la psychologie de l'individu. Pour s'assurer que ce citoyen-là remplisse parfaitement ses rôles tout au long de sa vie, Aristote introduit ce qu'on peut appeler la triade du bonheur, la nature, l'habitude et la raison. Et c'est ici que la tâche du législateur devient colossale. D'abord, il y a la nature, c'est-à-dire les dispositions innées. Il va jusqu'à insister sur un contrôle très strict des naissances pour garantir les qualités physiques et mentales des citoyens dès le départ. Mais la nature seule, ça suffit pas, ça peut être dévié. Alors vient l'habitude. L'État doit prendre le relais et forger le comportement à travers un conditionnement rigoureux dès l'enfance. Et le point culminant, la raison, c'est la faculté propre à l'être humain. Le législateur doit réussir à orchestrer une harmonie totale entre ces 3 éléments-là. Si l'habitude vient contredire la raison, ou si la nature de base est défectueuse, c'est toute la vertu de l'État qui s'effondre. Le législateur dans ce système, ce n'est pas juste quelqu'un qui écrit des textes de loi, c'est un véritable sculpteur de l'âme humaine. Son objectif principal, c'est de diriger l'éducation publique pour combler ce que la nature aurait oublié et pour aligner parfaitement les instincts de l'individu avec son intellect. Ça nous mène vers ce qui est probablement la conceptualisation la plus profonde de ce livre 4, la téléologie de l'action. Il met en opposition le travail pour le repos et la guerre pour la paix.
Oui, et le mot-clé ici, c'est le loisir ou le repos. Faut faire attention, ce n'est pas du tout l'idée moderne de se prélasser ou de l'inactivité. C'est carrément le but suprême de la cité entière. Aristote divise l'action humaine en deux pôles. D'un côté, ce qui est utile et nécessaire, et de l'autre, ce qui est beau. La guerre n'est absolument jamais une fin en soi, elle ne trouve sa justification que pour garantir la paix. De la même manière, le travail physique, l'administration, ça n'existe que pour assurer ce temps de loisir. L'état parfait d'Aristote ne glorifie pas la guerre pour la guerre. Il critique d'ailleurs durement des cités comme Sparte qui étaient des machines de guerre implacables, mais qui s'effondraient complètement une fois la paix revenue, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de ce repos. Ils n'avaient pas été éduqués pour ça. La finalité de l'État, sa seule vraie raison d'être, c'est de permettre à l'âme de s'élever vers la contemplation philosophique, vers le développement de la raison, vers des actes qui sont vus comme exclusivement beaux. Exactement. Tout le reste, la logistique, l'économie, la guerre, c'est juste un immense échafaudage conçu uniquement pour soutenir cette quête de perfection intellectuelle. Et c'est ce qui nous laisse face à une réflexion d'une profondeur assez troublante pour conclure cette analyse. Est-ce que cette quête ultime de la raison et du loisir justifie vraiment la mise en place d'une hiérarchie aussi rigide et exclusive que celle de la cité parfaite? C'est le grand paradoxe qui traverse tout le texte. On a cette architecture conceptuelle magnifique, entièrement tournée vers le bien suprême et l'élévation de l'âme, mais elle repose, de façon totalement assumée, sur une fondation d'inégalité radicale. Le bonheur total d'une petite minorité de citoyens nécessite, d'un point de vue purement mécanique pour Aristote, l'exclusion de l'immense majorité. Les artisans, les laboureurs, les esclaves, ce sont eux qui rendent ce fameux loisir matériellement possible. Sans ce temps libre, ce temps qui est dégagé par le travail des autres, le citoyen ne pourrait tout simplement pas gouverner avec prudence ni cultiver la philosophie. Aristote n'essaie pas de le cacher, il assume cette ségrégation au nom de l'excellence métaphysique de la cité, ce qui laisse une question philosophique immense en suspens. Est-ce qu'une société peut réellement prétendre avoir atteint la perfection morale si son sommet intellectuel exige, par une stricte nécessité logique, de maintenir sa propre base dans une vie de labeur et d'asservissement? C'est le défi vertigineux et toujours résonnant que ce livre 4 nous laisse en héritage.